Le Phédon de Platon, suite. Voilà, Simmias et Cébès, continua-t-il, ce que j'avais à dire pour me justifier. Vous voyez pour quelle raison je ne m'afflige ni ne m'indigne de vous quitter, vous et mes maîtres d'ici, parce que je suis convaincu que là-bas, tout comme ici, je trouverai de bons maîtres et de bons camarades. C'est ce que le vulgaire ne croit pas. Maintenant, si mon plaidoyer vous convainc mieux que je n'ai convaincu mes juges athéniens, je n'ai rien de plus à souhaiter. Quand Socrate eut ainsi parlé, Cébès prit la parole et dit : « Tout cela, Socrate, me paraît bien dit. Mais, en ce qui regarde l'âme, les hommes ont grand-peine à le croire. Ils se disent que peut-être, quand elle est séparée du corps, elle n'est plus nulle part, et qu'elle se corrompt et se perd le jour même où l'homme meurt. Qu'aussitôt qu'elle se sépare et sort du corps, elle se disperse comme un souffle et une fumée, et qu'elle s'envole en tous sens, et qu'elle n'est plus rien nulle part. Car si elle était quelque part ramassée en elle-même et délivrée de ces maux dont tu as fait tout à l'heure le tableau, il y aurait une grande et belle espérance, Socrate, que ce que tu dis se réalise. Mais que l'âme existe après la mort de l'homme et qu'elle conserve une certaine activité et la pensée, cela demande à être confirmé et démontré à fond. C'est vrai, Cébès, dit Socrate. Qu'allons-nous faire alors ? Veux-tu que nous fassions de cette question un examen approfondi pour voir si c'est vraisemblable ou non ? Pour ma part, en tout cas, dit Cébès, j'aurais plaisir à entendre ce que tu penses sur cette matière. Pour cette fois, dit Socrate, je ne pense pas que, si quelqu'un nous entendait à présent, fût-ce un poète comique, il put dire que je bavarde et que je parle de choses qui ne me regardent pas. Si donc tu es de cet avis, il faut examiner à fond la question. Pour l'examiner, demandons-nous si les âmes des hommes qui sont morts sont dans l'Hadès ou non. Une ancienne tradition qui me revient en mémoire veut que les âmes existent là-bas où elles sont venues d'ici et qu'elles reviennent ici et naissent des morts. Et s'il en est ainsi, si les vivants renaissent des morts, il faut en conclure que nos âmes sont là-bas, car elles ne sauraient renaître si elles n'existaient pas, et leur existence nous sera suffisamment prouvée. Si nous voyons clairement que les vivants ne naissent que des morts. Si cela n'est pas, il nous faudra chercher une autre preuve. Parfaitement, dit Cébès. Maintenant, reprit Socrate, ne borne pas ton enquête aux hommes si tu veux découvrir plus aisément la vérité. Étends-la à tous les animaux et aux plantes, bref, à tout ce qui a naissance, et voyons, en considérant tout cela, s'il est vrai qu'aucune chose ne saurait naître que de son contraire, quand elle a un contraire, comme par exemple le beau qui a pour contraire le laid, le juste, l'injuste, et ainsi de mille autres choses. Nous voyons donc, si c'est une nécessité, que tout ce qui a un contraire ne naisse d'aucune autre chose que de ce contraire. Par exemple, s'il faut de toute nécessité, quand une chose devient plus grande, qu'elle ait été plus petite avant de devenir plus grande. Oui. Et si elle devient plus petite, qu'elle ait été plus grande pour devenir ensuite plus petite. C'est bien cela, dit-il. Et de même, le plus faible vient du plus fort, et le plus vite du plus lent. Cela est certain. Et si une chose devient pire, n'est-ce pas de meilleure qu'elle était, et si elle devient plus juste, de plus injuste ? Sans doute. Alors, dit Socrate, nous tenons pour suffisamment prouvé que toutes les choses naissent de cette manière, c'est-à-dire de leur contraire ? Oui. Autre question. N'y a-t-il pas ici, entre tous ces couples de contraires, une double naissance, l'une qui tire l'un des deux contraires de l'autre, et l'autre qui tire celui-ci du premier ? Entre une chose plus grande et une plus petite, il y a accroissement et diminution, et nous disons que l'une croît et que l'autre décroît. Oui, dit-il. N'en est-il pas de même de ce que nous appelons se décomposer et se combiner, se refroidir et s'échauffer, et ainsi de tout ? Et si parfois les mots nous font défaut, en fait du moins c'est toujours une nécessité qu'il en soit ainsi, que les contraires naissent les uns des autres,
et qu'il y ait génération de l'un des deux à l'autre. Certainement, dit-il. Et la vie, reprit Socrate, n'a-t-elle pas aussi un contraire, comme la veille a pour contraire le sommeil? Certainement, dit-il. Quel est-il? La mort, répondit-il. Alors ces deux choses naissent l'une de l'autre si elles sont contraires, et comme elles sont deux, il y a deux naissances entre elles, sans doute. Pour l'un des deux couples que je viens de mentionner, c'est moi, dit Socrate, qui vais parler de lui et de ses générations, c'est toi qui parleras de l'autre. Je rappelle donc que l'un est le sommeil et l'autre la veille, et que du sommeil naît la veille, et de la veille le sommeil, et que leur naissance aboutissent pour l'une à s'endormir, pour l'autre à s'éveiller. Trouves-tu cela suffisamment clair? Très clair. À ton tour maintenant, reprit Socrate, d'en dire autant de la vie et de la mort. N'admets-tu pas que le contraire de la vie, ce soit la mort? Si. Et qu'elles naissent l'une de l'autre? Si. Alors, de la vie, que n'est-il? La mort, répondit-il. Et de la mort, reprit Socrate, il faut, dit-il, avouer que c'est la vie. C'est donc des morts, Cébès, que naît ce qui a vie, choses et animaux? Apparemment, dit-il. Dès lors, reprit Socrate, nos âmes existent dans l'Hadès? Il semble. Or, des deux générations de ces contraires, il y en a une qui est facile à voir, car il est certainement facile de voir que l'on meurt, n'est-ce pas? Assurément, dit-il. Que ferons-nous donc, reprit Socrate? À cette génération n'opposerons-nous pas la génération contraire, et la nature est-elle boiteuse de ce côté-là, ou faut-il opposer à mourir une génération contraire? Il le faut absolument, dit-il. Quelle est cette génération? C'est revivre. Dès lors, reprit Socrate, si revivre existe, revivre c'est une génération qui va des morts aux vivants. Oui. Nous convenons donc par là aussi que les vivants naissent des morts, tout comme les morts des vivants. Cela étant, j'ai cru y trouver une preuve suffisante que les âmes des morts existent forcément quelque part, d'où elles reviennent à la vie. Il me semble, Socrate, repartit Cébès, que c'est une conséquence forcée des principes dont nous sommes tombés d'accord. J'ai de quoi te faire voir, Cébès, reprit Socrate, que nous n'avons pas eu tort non plus, à ce qu'il me semble, d'en tomber d'accord. Si en effet les naissances ne s'équilibraient pas d'un contraire à l'autre, et tournaient pour ainsi dire en cercle, si au contraire elles se faisaient en ligne droite et uniquement d'un contraire à celui qui lui fait face, si elles ne revenaient pas vers l'autre et ne prenaient pas le sens inverse, tu te rends bien compte qu'à la fin toutes les choses auraient la même figure et tomberaient dans le même état, et que la génération s'arrêterait. Comment dis-tu? Demanda-t-il. Il n'est pas du tout difficile, repartit Socrate, de comprendre ce que je dis. Si par exemple l'assoupissement existait seul sans avoir pour lui faire équilibre le réveil né du sommeil, tu te rends compte qu'à la fin, Endymion passerait inaperçu dans le monde endormi et ne ferait plus figure nulle part, puisque tout le reste serait dans le même état que lui et dormirait comme lui. Et si tout était mêlé ensemble sans se séparer jamais, le mot d'Anaxagore, tout était confondu ensemble, deviendrait bientôt vrai. De même, mon cher Cébès, si tout ce qui a part à la vie venait à mourir, et une fois mort restait en cet état sans revenir à la vie, n'arriverait-il pas inévitablement qu'à la fin tout serait mort, et qu'il n'y aurait plus rien de vivant? Si en effet les choses vivantes naissaient d'autre chose que des mortes, et qu'elles vinssent à mourir, le moyen que tout ne s'abîmât pas dans la mort, je n'en vois aucun, Socrate, dit Cébès, et tu me parais tout à fait dans le vrai. Effectivement, Cébès, reprit Socrate, rien n'est plus vrai selon moi, et nous ne nous trompons pas en le reconnaissant. Il est certain qu'il y a un retour à la vie, que les vivants naissent des morts, que les âmes des morts existent, et que le sort des âmes bonnes est meilleur, celui des mauvaises pire. Maintenant, dit Cébès, reprenant la parole, s'il est vrai, comme tu le dis souvent, que, pour nous apprendre n'est pas autre chose que se ressouvenir,
C'est une nouvelle preuve que nous devons forcément avoir appris dans un temps antérieur ce que nous nous rappelons à présent. Et cela serait impossible si notre âme n'avait pas existé quelque part avant de s'unir à notre forme humaine. Aussi peut-on conclure de là que l'âme est immortelle.